L'écrivain et réalisateur Hanan Azam est membre de l'Union des écrivains arabes syriens et auteur de cet ouvrage Damas, Moscou à cheval aux éditions du Alpha et sur la boutique tvl.fr, une aventure de 300 jours à cheval. Votre aventure, Hanan Azam, bonjour. Bonjour. Et puis bien évidemment, on va évoquer cet ouvrage, mais après avoir évoqué l'actualité qui touche la Syrie. Et cette actualité, c'est évidemment le terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie, mais aussi la Turquie, c'était le lundi 6 février dernier. Hanan Azam, quelles sont les informations dont vous disposez 8 jours plus tard concernant la Syrie particulièrement? Tout d'abord, cher Martial, si vous me permettez, en mon nom, au nom de tous les membres de notre association, le Mouvement international pour la souveraineté du peuple, de partager notre émotion, notre tristesse, notre calvaire avec ce qui se passe en Syrie, avec mes compatriotes syriens, mais aussi avec nos amis, les amis de la Syrie en France. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est vraiment venu pour vider le restant de sang qui restait dans leurs veines après 12 ans de guerre, 12 ans d'embargo. C'est comme si on marchait comme ça dans le désert et puis d'un seul coup, boum, il y a un tremblement de terre qui arrive pour nous mettre complètement par terre. Depuis cette tragédie, on ne dort pas. Si j'ai dit ça, ce n'est pas pour alimenter un discours à la télévision, mais réellement, on ne peut pas dormir parce qu'il y a des centaines et des centaines de coups de téléphone, des gens qui appellent au secours. Cette tragédie en Syrie, elle est très difficile sur plusieurs plans. D'abord, le plan géographique. C'est passé dans le nord, à Alep, mais c'est passé aussi dans l'ouest, sur le bord de mer, à l'attaquer, à Jablé. Bien entendu, ça frappait toute la Syrie. Moi, j'ai ma famille qui sont sur la frontière de la Jordanie, c'est-à-dire 600 km d'Alep jusqu'au sud syrien, et ils m'ont dit que la nuit, on était obligé de descendre des appartements pour rester sur le sol, par terre ou en sous-sol. Donc ça frappait vraiment toute la Syrie, Damas aussi, la capitale, mais était mortel, surtout à Alep et à Latakia et dans les régions frontalières avec la Turquie, Idlib et tout ça, et dans une ville qui s'appelle Jablé. Ça, c'est vraiment, c'est là où ce qu'on a vu, c'est comme la fin du monde, quoi. Je veux dire, au bout de quelques secondes, c'est ça, quand un choc vient très très vite, il se rend mortel. Et les gens, même ceux qui ne sont pas morts, ils sont morts dans leur âme. Parce qu'ils ont vu qui est le membre de leur famille sous le décombre. Alors le bilan humain, on le sait, ne cesse d'évoluer très rapidement et dramatiquement. Les observateurs qui sont à Alep, par exemple, parlent de milliers de morts du côté syrien, mais aussi de centaines de milliers de personnes déplacées de leur domicile à cause des dégâts. Et on parle aujourd'hui, possiblement en Syrie, nous évoquons aujourd'hui la Syrie, 5 millions de personnes sans toit en Syrie. C'est très simple, sans faire de chiffres alarmantes, mais si on prend le nombre d'habitants dans la région d'Alep, la région de Latakia, toute cette demi-arc à peu près, il y a à peu près 5-6 millions. Donc, très peu de maisons, ils sont restés habitables. Donc, les gens, c'est sûr, quand on parle... Et qu'est-ce qui a rendu le sauvetage difficile? Cette étendue d'espace. Il y a à peu près 300 km. Eh bien, 300 km, on a besoin de 600 équipes de sauvetage. Sinon, les gens, ils vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement. Dans un pays en guerre, où tous les matériels lourds, les bulldozers, les camions, qui depuis 11 ans, on n'a pas eu l'occasion de changer leurs pièces détachées, on parle un peu technique, parce que, je veux dire, ce n'est pas des paroles sur le plateau de télévision qui va sauver les morts sous les décombres. Donc, pour sauver les gens, les victimes, il faut de gros moyens. Et de gros moyens dans un petit pays comme la Syrie, qui vit depuis 11 ans d'embargo et de guerre et de sanctions et de tous les malheurs du monde, ça c'est venu
comme vraiment ce qu'on appelle le coup de grâce. Et c'est ça qui a rendu les chiffres, les nombres des disparus, des morts très importants. Cette situation désastreuse est amplifiée, vous le dites, par le fait que la Syrie est un pays en guerre depuis 12 ans. Et le système de santé semble totalement incapable de faire face à une telle urgence. On le comprend. J'étais, juste avant de venir ici, j'étais en charge des affaires sociales dans ma région, à Souaïda. Région au sud Au sud, absolument. Mais j'ai voyagé dans toutes les régions pour rencontrer mes collègues dans les restes de la Syrie. Vous rentrez dans un hôpital, c'est vraiment comme si on est retourné au Moyen-Âge. Un hôpital qui est capable d'accueillir 100 personnes, on voit 5000 personnes qui arrivent le matin pour des soins. Donc, c'est très difficile. Je veux dire, quelle que soit la fluidité de mes paroles, je ne serai incapable d'exprimer, de montrer aux gens qui regardent votre émission la difficulté dans laquelle vit la Syrie. Est-ce que vous manquez tout simplement de médicaments, par exemple? On manque des matériels, on manque de médicaments, on manque des médecins, parce qu'avec la guerre douce, parce qu'il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a la guerre militaire, il y a la guerre géologique là, qui a frappé dernièrement, il y a la guerre nucléaire, il y a la guerre chimique. Mais le pire de tout ça, c'est la guerre douce, c'est-à-dire le pillage des médecins, des ingénieurs, des profs. Il n'y a plus rien en Syrie. L'inflation, elle est telle, le salaire d'un médecin en Syrie, il lui suffit pour vivre une journée. Donc, une inflation de plus de 800% absolument. Depuis aujourd'hui, 2019. Aujourd'hui, des milliers de médecins, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont en Espagne, ils sont en Europe. Donc, la Syrie tient par une envie de tenir, vraiment, par un sentiment de fierté d'exister et de ne pas céder à cette agression anglo-saxonne, atlantique, à cette volonté de l'ennemi de nous raser de la terre. Donc, c'est la seule chose qui nous a aidés à rester là où on est aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez l'idée que le choléra serait de retour, ce qui est assez normal et logique malheureusement? Bien entendu, ça c'est très classique. Quand il y a une vie où il n'y a pas de moyens de propreté, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie hygiène complètement, il y a bien entendu, il y a le choléra et puis il y a d'autres choses. Aujourd'hui, la Syrie a besoin absolument d'un geste très très vite. Heureusement, il y a des pays comme l'Algérie, comme la Russie... On va y venir, si vous voulez bien, Adnan Azam. Dans la réalité, c'est que, comme vous le dites, c'est la dernière pièce, ce tremblement de terre, de plusieurs difficultés, graves difficultés vécues par la Syrie, et notamment le blocus international, c'est-à-dire les sanctions contre la Syrie, ou plutôt contre le gouvernement de la Syrie, celui de Bachar Assad. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de médias, ou le jeu de parole, ou ça, c'est la stratégie de la propagande. Je n'aime pas la France, eh bien, je vais dire, j'aime pas Macron. Non. Le président Bachar al-Assad, il était ami avec tout le monde. En 2011, si on regarde, il y avait des ambassades du monde entier en Syrie. Personne dit quoi que ce soit du président Bachar al-Assad. Il était le bienvenu partout dans le monde entier. En 2010, Nicolas Sarkozy, elle l'a invité à venir sur le Champs-Élysées pour assister au 14 juillet. Donc ça, c'est pas à vous que je vais apprendre comment on fait la guerre médiatique. Et ils ont voulu passer le gaz de Qatar et de Golfe à travers la Syrie pour aller en Turquie. Et Bachar al-Assad, il a dit non, je ne marche pas dans ce combine contre la Russie. Et là, la Turquie et le Qatar, ils ont dit, avec bien entendu, toujours l'aval et la bénédiction d'Israël, et surtout la tête de chef d'orchestre, les Anglo-Américains, qui, depuis des siècles et des siècles, et les Français sont le mieux placés pour se rappeler combien de moments difficiles ils ont vécu à cause de leur combine. Donc, ils ont fait tout ça. Ils ont commencé à cheminer des terroristes vers la Syrie.
Et puis, ils ont dit que Bachar al-Assad, il n'est pas bien. Bachar al-Assad, son gouvernement, on va raser de la scène internationale. Donc, c'est absolument pas, c'est pas crédible ce qu'ils disent. Ce n'est absolument. Je ne suis pas là pour le défendre, mais moi, en tant qu'homme qui s'intéresse à la politique depuis 50 ans pratiquement, je dis la vérité. Et la vérité, ce n'est pas du tout Bachar al-Assad qui était mis en cause. C'est un scénario parce que ce qui est mis en cause, c'est la géographie, la géopolitique syrienne qui a empêché le Qatar et la Turquie, et Israël, bien entendu, qui est le grand prophétaire de cette tragédie syrienne. Et certains observateurs mettent en cause directement, là encore, le gouvernement syrien d'avoir, dans un premier temps, empêché l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble du pays, notamment au secteur touché par le tremblement de terre, mais qui est aux mains des rebelles de l'opposition. Alors, les Français qui nous regardent, qui regardent votre émission, je pense qu'ils sont parmi les plus intelligents et ils savent parfaitement la géographie de la Syrie. Si vraiment il y a des gens qui veulent aider les rebelles, soi-disant, pourquoi ils ne passent pas par la Turquie? Parce que la Turquie, c'est elle qui gère tout ça. Au lieu de venir par le sud, pourquoi ils ne sont pas venus? C'est beaucoup plus simple de venir par la Turquie et rentrer parce qu'il n'y a pas de frontière en fait. Il n'y a pas réellement de frontière sur une zone de 300 km de la mer jusqu'à l'est et le nord-est de la Syrie, en profondeur de 30 km à l'intérieur. Il n'y a pas de frontière avec la Turquie. Mais c'est toujours... Il faut trouver une faille, il faut trouver un cause pour attaquer le gouvernement syrien, pour attaquer le président Bachar al-Assad. Et ça, malheureusement, comme on n'a pas de médias qui nous donnent la parole, et je vous remercie de fond de cœur de me donner cette occasion de m'exprimer, j'ai fait un pari avec quiconque, moi je ne pourrais jamais passer sur une émission en France avec les médias classiques qui font de tapage médiatique jour et nuit contre le président Bachar al-Assad et contre le vrai pays souverain qu'est la Syrie. Et ça n'empêche pas de poser les questions. Bien entendu, bien entendu. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient a demandé la levée des sanctions. Le pape a appelé tous les États à apporter son soutien, leur soutien aux populations en Turquie, mais aussi, bien évidemment, en Syrie. La Chine a exhorté les États-Unis et l'Union européenne à lever les sanctions contre Damas. Est-ce que vous pensez que cette situation, ce tremblement de terre peut mettre fin à cette politique des sanctions contre la Syrie? Aujourd'hui, il faut que chaque homme politique essaye d'agir par son héritage spirituel, son héritage patriotique, son héritage philosophique. Et moi, je parle de la France, parce que je suis franco-syrien, et c'est la France qui me concerne réellement, plus que n'importe quel autre pays. Bien sûr, dans les relations avec la Syrie. Le président français, il doit se rappeler de lien depuis François Ier jusqu'à aujourd'hui qui lie la France à la Syrie. Des milliers de Syriens parlent français. Des milliers de Syriens ils sont venus en France pour étudier dans l'université française. Aujourd'hui même, vous marchez à Damas, à l'école française à Damas, ou n'importe quel quartier, surtout Bab Touma et les quartiers historiquement liés à la francophonie, on parle avec vous français. Pourquoi M. Macron ne fait pas un geste aujourd'hui? Et c'est là, et c'est le moment ou jamais de faire un geste, d'envoyer une équipe médicale en Syrie et puis commencer à envoyer des intellectuels français. C'est pas ça qui manque en France, des amoureux de la Syrie sur le chemin de Damas. Et c'est le moment ou jamais. On fait tout, mais tous les jours, je travaille avec mes amis français pour essayer de trouver une oreille qui écoute notre cri de cœur, vraiment, pour la reprise des relations culturelles. Je sais que c'est difficile de parler des relations diplomatiques parce que la France, malheureusement, n'a pas le droit de décider. C'est son maître américain qui lui donne le feu vert. Mais en matière de relations culturelles,
relations humaines, ça, c'est possible pour le président français. Alors, des pays ont déjà répondu par des gestes forts à l'appel à l'aide humanitaire, en ouvrant un pont humanitaire sur l'aéroport d'Alep, je crois. On pense par exemple à l'Algérie, vous l'avez dit, à une quinzaine d'autres pays, les Émirats arabes unis. Il y a la Russie, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a l'Iran, il y a est-ce vraiment... que toutes les aides sont les bienvenues ou est-ce qu'il faut que ce sont des pays et pas d'autres? Le ministre des Affaires étrangères syrien, et à la télévision et devant toute la presse du monde entier qui se trouve à Damas, il a fait un appel à la solidarité internationale avec le peuple syrien. Donc il y a absolument, et je garantis, et moi-même actuellement je suis en train de préparer un voyage, un déplacement, pour ne pas dire le mot voyage, un déplacement en Syrie avec mes amis français. Peut-être à la fin de l'émission on pourra parler de ça à 2 secondes. Donc j'aimerais vraiment que toute personne aujourd'hui a le moyen de partir en Syrie, de montrer, de prouver son solidarité avec le peuple syrien. Vous demandez aussi aux Syriens qui sont venus se réfugier en France de repartir aider en Syrie? Eh bien, si je demande ça aux Français, pourquoi de ne pas demander aux Syriens? Parce que vous savez, est-ce que vous pouvez me citer un seul pays au monde qui n'a pas eu de guerre civile dans son histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, le Français qui était avec le général de Gaulle ne dit pas bonjour avec le Français qui était avec le maréchal Pétain? Est-ce que les Américains du Sud ne disent plus bonjour avec les Américains du Nord? Il n'y a pas un seul pays au monde. L'Allemagne, ça fait partie de l'histoire des hommes, des bagarres internes, des conflits internes. Et les Syriens, ils étaient relais malheureusement dans la farine de l'ennemi anglo-américain israélien. On leur a inculqué des erreurs dans leur tête. Ils ont quitté leur pays. Mais aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de retourner en Syrie. Ne serait-ce que pour passer quelques jours, pour apporter leur soutien moral, leur soutien affectif, leur soutien financier. Vous savez, un euro compte aujourd'hui en Syrie. En 2019, au moment où les opérations militaires ont globalement cessé, ou tout au moins ont perdu en ampleur, vous avez décidé de faire un voyage, une rencontre finalement avec les peuples amis qui sont autour de la Syrie. Vous êtes donc parti avec 2 juments jusqu'à Moscou, donc en 300 jours. Nous voilà sur cet ouvrage qu'il faut évoquer quelques instants, même si c'était ça l'essentiel de notre propos initialement, mais avec les événements de Syrie. Ben ça fait, pour moi, c'est complètement lié. Parce qu'en fait, en 2011, j'étais à Paris avec ma famille, mon travail et tout. Puis la guerre en Syrie éclatait. Je ne pouvais pas rester, donc je suis rentré en Syrie. Donc de 2011 jusqu'à 2017, j'étais sur tous les fronts, là où je pouvais être utile pour les Syriens. Médiatiquement, bien entendu, ou socialement, humainement. Et quand je vis que cette guerre, ce cauchemar a soufflé un petit peu, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de partir, porter le message du peuple syrien, ne serait-ce qu'aux amis de la Syrie qui ont aidé la Syrie à rester debout. Les Irakiens, les Iraniens, les Russes, mais aussi pour le reste du monde, parce que mes amis français ici relataient mon voyage dans beaucoup de médias. Et donc, et beaucoup de Français ils sont venus me rejoindre à Téhéran ou à Moscou. Donc, partout où je vais, il faut qu'il y ait un tâche ou un touche pour la France dans ce que j'ai fait, parce que c'est quand même avec mes amis français qu'on travaille depuis pratiquement une quarantaine d'années pour tout ce qui est rapport avec la paix dans le monde et l'amitié entre le peuple du monde. Voilà, 300 jours à cheval, une aventure sans pareil et pas sans danger, parce que il y a la menace de Daesh qui existe encore et qui a perpétré un attentat terroriste il y a quelques jours en Syrie qui a fait 11 morts. Absolument. En Jordanie, en Irak, j'ai passé pratiquement 2 mois et demi, 3 mois. J'ai marché vraiment entre les pièges de la mort avec mes 2 jumeaux. Parce que partout, c'était de désert. Et dans le désert, on ne peut pas savoir à quel moment on allait tomber dans un piège. Donc, c'était extrêmement dur, extrêmement difficile. Et puis, il y avait de la géographie, la nature, le climat. 55 degrés avec 2 jumeaux.
c'est extrêmement dur et pénible de marcher dans cette ambiance-là. Puis après, vous étiez avec une camionnette derrière pour expliquer bien ça, sûr, c'est dans le livre. Une camionnette derrière pour l'eau, absolument, évidemment. absolument. Puis après, je suis passé en Iran, et là, je commençais à découvrir ce continent iranien, parce qu'en fait, c'est ça, pourquoi moi j'ai toujours voyagé dans ma vie. À chaque fois, je me rends compte que quand on fait de la politique, si on n'a pas la connaissance de la géographie, on parle dans le vide. Alors, à désert de l'Irak, vous êtes arrivé sur les montagnes de l'Iran. Alors absolument. Là, il faisait plus 55 degrés, je crois. Absolument. Donc là, quand je parle de l'Irak, de l'Iran, de la Russie, j'ai l'impression que je parle de quelque chose que je connais par cœur et que je n'ai pas besoin de chercher des mots pour trouver qu'est-ce que je vais dire. Donc c'était vraiment un voyage, c'était un complément des années de guerre que j'ai passées en Syrie pour savoir exactement cette géopolitique internationale. Vous savez, Martial, aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme m'a dit Saint Jean dans l'Apocalypse, que le mal se déchaîne. Et donc, à travers ce voyage, on découvre tous les coins où il y a des guerres. Aujourd'hui même, on parle bien sûr de l'Ukraine, mais il y a plus de 50 fronts de guerre dans le monde. Est-ce que vous le savez, ça? 50 fronts de guerre. Je vais vous parler, par exemple, de la Turquie. La Turquie, il est en guerre avec les Kurdes, il est en guerre avec les Irakiens, il est en guerre avec l'Arménie, il est en guerre avec la Syrie, il est en guerre avec la Grèce. Si on prend la Chine, aujourd'hui, c'est sur de petits feux, mais on ne sait jamais quand ça va éclater comme un enfer entre la Chine et les États-Unis. Si on parle juste ici à côté de la France, entre le Maroc et l'Algérie, je veux dire, on ne se rend pas compte, si on ne voyage pas, des conflits. Qu'est-ce que vous gardez de ces rencontres? Vous dites par exemple que vous avez été touché par ces policiers qui vous ont accompagné pendant toute votre étape russe, qui sont restés des jours et des jours avec vous à vous protéger? Eh bien, ce voyage qui a duré 10 mois, 300 jours exactement, eh bien, je peux le diviser en 3 parties vraiment. La Jordanie et l'Irak, et puis après l'Iran, qui était une véritable découverte pour moi, ce continent iranien, le progrès technologique en Iran, et puis il y a la Russie. Là, la Russie pour moi, j'ai pu découvrir un tout petit peu de ce continent. J'ai marché 90 jours de Daghestan, en Tchétchénie, en Ingouchie, en Kabardino-Balkaria, à Voronezh, à Rostov, à Toula. Et puis j'ai l'impression aujourd'hui que je connais qu'un très peu de ce continent dans lequel il y a 11 fuseaux horaires. Voilà. 11 fuseaux horaires. Voilà. Donc, mais le vrai découvert, c'est le peuple russe. Adnan Azam, c'est vrai que vous apprenez le russe, là? Absolument. Parce que je veux contenir cette amitié avec le peuple russe. Ils m'ont couvé d'amitié, de fierté d'homme, de générosité. Ils ont été avec moi comme si j'étais avec ma famille. Et donc, 300 jours fidèle. À cheval, c'était 2019 jusqu'en 2019. Est-ce qu'il y a des jusqu'en projets 2020. Jusqu'en 2020, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que ce n'était pas la première fois que vous faisiez cela? C'est le 3e voyage à cheval. Il y aura bien sûr dans l'avenir un voyage sur la route de la soie, de Damas jusqu'à Pékin. On parlera, j'espère, avant de partir et après. Mais là, aujourd'hui, je suis complètement concentré sur le drame syrien, sur la catastrophe en Syrie. Et à travers votre émission, j'appelle tous mes amis français, tous les Français qui ont le sens de relations fraternelles avec le monde, de venir me rejoindre pour qu'on organise un grand voyage à Damas pour briser cet embargo sur le peuple syrien. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook, Adnan Azam, tout simplement. Adnan Azam, merci beaucoup. Et donc, j'invite les téléspectateurs à découvrir cet ouvrage Damas-Moscou à cheval, une relation sur une centaine de jours au fil de cette chronologie. 300 jours, pardon, au fil de cette chronologie et de ce voyage et de cette aventure. Merci, Adnan Azam. Merci, Martial.